Merci. Alors, on est entre nous, on va pouvoir parler français. Donc, je viens de France et on va parler, on va être encore plus entre nous parce qu'on va parler réseau. Donc là, en règle générale, français plus réseau plus l'heure, il y a tout le monde qui sort. Merci d'être resté. Comme ça a été introduit, je m'appelle Marc Dovero. Vous pouvez me retrouver sur Twitter à Marc Dove ou par mon nom et prénom. Je suis architecte responsable cyber, je fais de l'audit cyber et j'ai eu la chance de travailler dans les télécommunications, c'est pour ça que je viens vous parler de réseau. Et je travaille dans une entité, une structure qui crée ce genre de petits bébés de 70 000 tonnes. Il n'y a que quelques sociétés dans le monde qui font ça et vous imaginez qu'il y a beaucoup de numérique dans un sous-marin nucléaire, dans un porte-avions, dans une frégate. Et que donc on s'intéresse à tout ce qui va être du réseau, de l'overlay ou des switches. Alors je vais vous donner quelques définitions parce que j'ai posé la question à ma fille. Pour elle, une switch, ça ressemble à peu près à ça. Un overlay, mon bâtisseur était très intéressé et le réseau, c'était très Facebook et TikTok pour elle. Donc on va donner un peu des termes. Les deux termes qui reviennent, c'est overlay, underlay. Si vous avez regardé du Kubernetes ou ce genre de choses, on vous parle d'overlay. En fait, c'est très simple, c'est un réseau qui est dit superposé, comme son nom l'indique. Et l'idée, c'est d'avoir un réseau qui va être interconnecté avec des liens sous-jacents. Vous allez avoir des liens physiques sur une infrastructure physique. Donc l'underlay, c'est l'infrastructure physique. L'overlay, c'est l'infrastructure logique. Il y a un truc qui s'appelle des VPN, où finalement, on était à peu près dans les mêmes concepts. Bref, c'est un réseau virtuel qui va masquer l'infrastructure d'un data center, vu que là, on va s'intéresser au data center. Bien, décidément un data center. Je parle ici de data center que vous pouvez trouver en entreprise, que vous pouvez trouver dans un navire, pourquoi pas, vu que je vous les ai montrés, et que vous allez trouver chez nos amis GAFA, avec beaucoup moins de documentation publique, ou chez des opérateurs de télécommunications nationaux, voire internationaux. En règle générale, les opérateurs nationaux ou internationaux vont se baser sur des équipementiers réseau et vont utiliser des technologies qui sont données par nos amis du Gartner. Donc là, je vous ai pris le 2020 et vous avez à peu près des noms que vous connaissez de grands constructeurs. Je ne connaissais pas plus trop les opérateurs canadiens. Sur le trajet de l'avion, j'ai regardé, je tapais Bell. Vous voyez que Bell, ils ont communiqué avec Cisco sur leur adoption de VXLAN. Ils sont, voilà, ce que je dis sur le marché européen, sur le marché nord-américain, c'est vrai aussi, bien évidemment. Je vais m'intéresser à une technologie particulière qui est VXLAN. Vous avez vu, il y a plein de protocoles qui permettent de faire de l'encapsulation, parce que finalement, on parle bien de ça, et de faire du réseau overlay. Pourquoi je parle de VXLAN? Parce que la norme, bon, il y a une RFC qui parle de ça, est utilisée, la norme a été conçue par des grands acteurs. Voilà, Arista, Broadcom, Cisco, VMware, Intel, Red Hat. Donc tout le monde fait du VXLAN. La plupart des constructeurs utilisent aussi cette technologie. C'est basé sur Ethernet IP. Et pourquoi je développe? Parce que c'est vraiment un bon client, vous allez voir. C'est un bon client, parce que vous allez forcément rencontrer cette technologie-là. Si vous avez des switches et des routeurs, vous avez vu, vous avez du Cisco, etc., il y a du VXLAN dedans. Donc, dès que vos admins réseau vont s'intéresser à une limitation qui est toute bête, c'est que les VLAN, c'est 4096 VLAN, pas plus. Donc, quand vous êtes dans un data center, si vous espérez avoir plus de 4096 réseaux uniques, ça tient, c'est pas fait pour, donc on est obligé de passer sur des technologies de type VXLAN. Donc dans les switch routers, vous en avez, dans les hyperviseurs, vous en avez. Donc vous faites du VMware, dès que vous allez mettre du NSX dans sa version T pour transporter de l'information, par défaut, c'est VXLAN qui est utilisé, vous avez vu, c'est l'auteur de la RFC. Donc, dans les containers, ça c'est intéressant. Dès que vous allez faire du Kubernetes, vous avez des CNI. Dans les CNI, on utilise des réseaux comme Flanel ou autres. Qu'est-ce qu'on utilise comme overlay? Du VXLAN. Si vous faites du Software Defined Network,
Cisco a une super solution pour les opérateurs. Vous avez une console centrale, d'accord, et je peux gérer 80, 100, 200 routeurs, 600 switches, 2000 switches avec une console. C'est VXLAN qui est derrière. Et il y a des belles publications dessus. Si vous voulez voir les premiers affres de Cisco, vous allez voir cette présentation-là sur la solution SDN Cisco 4CVE, une présentation. Là, je vous présenterai trois petits points intéressants aujourd'hui. L'architecture, elle est assez facile à comprendre finalement. Vous avez deux niveaux. Alors déjà, c'est un peu inversé, c'est-à-dire que l'underlay, c'est ce que vous avez en haut, c'est ce qui est au-dessous. Et l'overlay, c'est ce que j'ai mis en bas sur mon schéma. C'est en fait là où vous allez avoir vos clients. C'était les VLAN de l'époque. Donc là, j'ai mon client vert. Là, j'ai mon client bleu. Là, j'ai ce que j'appelle des VTEP. Alors, c'est les terminaisons virtuelles, VTEP. Ces terminaisons virtuelles, elles vont faire de l'encapsulation. Et en fait, le principe est tout bête. C'est qu'ici, j'ai du trafic Ethernet. De ce côté-là, l'infrastructure n'a même pas besoin de connaître TCP/IP. Et en fait, les trames Ethernet vont être encapsulées sur le réseau dit underlay. Dans quoi? Dans du TCP/IP, tout bêtement. Okay, donc là, vous avez le format de la trame. C'est une petite capture Wireshark. Vous voyez peut-être pas très bien là de loin. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est du trafic UDP. Vous avez une en-tête qui correspond en fait à une en-tête UDP dans lequel vous allez avoir un port qui correspond à VXLAN. Et après, vous avez quoi? Vous avez la trame Ethernet qui correspond à ce qu'il y a là dans le réseau vert. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir tirer en fait ces VTEP qui peuvent être des switches ou des routeurs, hein, un peu les deux, hein, puisque d'un côté, ça fait du CSP/IP, de l'autre de l'Ethernet, jusqu'à dans des conteneurs, d'accord? C'est-à-dire quand vous faites de la containerisation, la partie réseau est vraiment descendue jusqu'au conteneur. Donc ça fait des limites de responsabilité qui changent entre vos administrateurs réseau et les administrateurs de vos VMware. Et je vois des gens qui font oui dans la salle, parce qu'en général, les gens du VMware, ils activent ça, et les gens du réseau, ils ne sont pas au courant. Et du coup, on se retrouve avec deux équipes qui, ils rigolent, qui se mettent à gérer du réseau et à faire des métiers sur lesquels il faut qu'ils communiquent. Alors, je vais monter un petit laboratoire pour vous montrer tout ça. Vous pouvez le faire vraiment dans votre jardin, dans votre garage. Moi, je l'ai fait en vacances. Ma femme était ravie, on était à la montagne, j'avais même pris mon PC. Quelques VM, d'accord, qui représentent en fait les composants que je vous ai montrés sur le schéma précédent. Sachez qu'on trouve des versions logicielles gratuites de tous les grands éditeurs que je vous ai montés précédemment. Et le lab, il est très simple. J'ai simulé deux VNI, donc un vert, un bleu, et j'ai des machines virtuelles qui représentent les VTEP. Et en haut, ça peut être centralisé, mais ce n'est pas forcé de les utiliser. Voilà, donc des machines qui sont ici, qui représentent les différents clients, des machines virtuelles qui sont ici, qui représentent les différents VTEP, et on va s'amuser avec ça. Niveau 101. Alors, pour tous ceux qui ont fait du réseau, en règle générale, on commence par faire quoi? Pour s'amuser en réseau 101, on commence à faire tout ce genre de choses. Pourquoi? Parce que c'est eux de 20 ans. D'accord? Depuis 20 ans, on fait de la RP poisoning. D'accord? Depuis 20 ans, on fait du sectional jacking, parce qu'une fois qu'on a fait de la RP poisoning, on peut aller intercepter des sessions TCP ou casser des sessions TCP. On peut faire du man in the middle, c'est-à-dire qu'avec la RP spoofing, je fais passer pour une autre machine, je vais récupérer du trafic TCP à gauche, du trafic TCP à droite, je dis à la machine qui était réellement présente qu'elle se taise avec des messages ARP et ça marche très bien. DHCP ROG, je me fais passer pour un serveur DHCP, j'envoie aux machines des messages DHCP, je peux leur envoyer des proxys, forcer des proxys, etc. Tout ce qui est broadcast protocole bonjour, le protocole de multicast DNS, etc. Tout ça, ça marche, ok. Le CAM poisoning, donc on a toujours des tables dans les switches physiques avec un nombre d'entrées qui permet d'associer les ports de chaque machine à l'adresse MAC de chaque machine. Il y a une table dans vos switches.
Ben, tout ça, ça marche encore sur une technologie qui est actuelle. D'accord? Donc toutes les bonnes vieilles recettes marchent encore. Or, sur les switches, il y avait plein de technos qui permettent d'empêcher ça. D'accord? Sur un switch actuel, configuré correctement, l'ARP poisoning ne marche plus parce qu'il y a de l'inspection ARP qui permet d'éviter ça. Quand vous allez acheter une solution dans les grands éditeurs que je vous ai montré, j'ai fait mes tests l'année passée, c'est pas encore implémenté. D'accord? Donc toutes les bonnes vieilles recettes, ben, c'est tout pour vous. Reprenez vos cours d'il y a 20 ans, ça marche encore. Alors, il y a un concept particulier dans ce que je vous ai présenté, c'est que le VTech, rappelez-vous, lui, son principe, c'est ici, j'ai des trames Ethernet et après, je vais renvoyer avec une encapsulation TCP/IP vers un autre VTech. La question, c'est vers lequel j'envoie quand j'en ai plusieurs. Quand il y en a deux, ben, l'un envoie à l'autre et si c'est pas chez moi, c'est chez toi. Si vous en avez comme Google ou un opérateur national, 1000, 2000, 10 000, quand vous avez une trame et que vous voulez l'envoyer à un correspondant, ben, il y a plusieurs façons de faire. Première solution, en statique. Vous imaginez bien que si j'en ai 2000, ça ne marche pas. Deuxième solution, multicast. Vous vous rappelez, hein, pour ceux qui se rappellent encore leur cours réseau, multicast. J'ai une adresse TCP/IP, enfin UDP en l'occurrence, j'ai une adresse IP et j'envoie et ça envoie plusieurs machines en même temps. Ça marche sur des réseaux de taille modeste. Et la troisième solution, c'est celle qui est la plus utilisée. Pourquoi? Parce que les opérateurs adorent BGP. Voilà. Vous en avez fait dans les CTF, je crois, de Norsec. Ils adorent BGP. Donc ils ont utilisé BGP pour régler ce problème-là. BGP, je vais vous le présenter après. Et je vais vous présenter quelque chose aussi. Ici, c'est ça. Qui connaît? Ouais, c'est Scapy. Scapy, c'est super, je vous conseille. C'est un Français qui l'a fait. Vous l'avez dans toutes les bonnes distributions. Ça permet de forger des trames, c'est tout bête. Le langage est facile à comprendre. Là, j'envoie une trame, c'est une trame Ethernet. Je peux forger une source. Je peux forger aussi une destination. Donc là, c'est la partie en tête Ethernet, dans lequel je vais encapsuler de l'IP, dans lequel j'encapsule de l'UDP. Le slash, c'est l'encapsulation, dans lequel j'encapsule du VXLAN, dans lequel je vais encapsuler de l'Ethernet, une trame IP et une trame UDP. Ça, c'est la grande classique d'une trame VXLAN. D'accord? Avec ce petit joujou, vous pouvez vous apercevoir que, où que vous soyez sur le backbone, vous pouvez envoyer des messages sur les VTech. Si vous êtes sur le bon port, qui est le destination 4789, qui correspond au port des VXLAN, eh bien, en fait, vos VTech vont l'accepter. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune sécurité qui est implémentée sur la partie underLAN. Vous forgez une IP source et puis vous pouvez aller forger des trames comme ça sans problème. Vous avez un très bon article ici qui explique toutes ces technologies-là qui sont là aussi un peu connues. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous êtes dans l'underlay, il n'y a aucune sécurité. BGP, c'est un protocole qui est finalement pas si compliqué que ça. C'est du TCP entre les VTech et ils vont se passer les messages de moi je connais telle MAC adresse, toi tu connais telle MAC adresse et il y a du keep alive. Pour faire simple, ça fonctionne comme ça. Tous les opérateurs basent leur VXLAN là-dessus, ils appellent ça EVPN. Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin que ce que vous connaissez déjà. Qu'est-ce qu'on commence par faire en général? Du DDoS. C'est facile, le DDoS. Le DDoS, c'est tellement facile que vous vous mettez ici. Là, je suis un client. Hein, donc, j'achète chez un opérateur X ou Y une connexion. Je me connecte. Et en fait, je génère de la MAC adresse, source et destination. Et j'envoie ça sur mon réseau. Alors, si je suis un bon opérateur, tout se passe bien. Hein. Si je suis un petit opérateur qui a fait les choses moins correctement, ou juste qui a lu complètement la documentation et qui a dit j'ai respecté la doc, tout marche bien, en fait vous allez saturer le process BGP et le BGP il va tomber, et quand le BGP tombe, il y a tout qui tombe. D'accord? Alors on peut se dire c'est moi qui ai fait des mauvaises manipulations, donc j'ai contacté le constructeur, je dis monsieur, j'ai un petit problème. Elle a fait ah oui, il y a un problème. Il y a un problème parce que BGP ne doit pas tomber quand je forge de la trame. Si vous avez du BGP sur un routeur opérateur, il y a des fonctions qui permettent d'éviter ça. Eh bien, si vous regardez par exemple la doc de Cisco, en fait, il vous explique que pour EVPN, ce n'est pas encore implémenté. Par exemple, la limite d'apprentissage de nom de MAC existe depuis toujours sur BGP, sur des adresses IP, mais là, sur les adresses MAC, pour EVPN, ça n'existe pas. Donc,
Pas de solution là-dessus. Alors la solution, c'est quoi? Chez les grands qui ont compris le problème, c'est de tout gérer en statique. D'accord? C'est-à-dire que quand vous donnez une Mac, vous ne pourrez plus la bouger. C'est un peu embêtant quand vous faites des clusters. Alors, je vais vous montrer un peu ce qui m'a le plus plu. C'est que le Graal de l'époque, quand je faisais du réseau et que j'avais pas de cheveux blancs, c'était faire du VLAN hopping. C'est-à-dire de dire je suis dans un VLAN et je me débrouille, je fais de la trame usurpée pour sauter dans un autre VLAN. D'accord? On se dit non mais sur du VXLAN, c'est récent, ça ne peut pas marcher. Ça serait trop grave de pouvoir dire je suis dans mon VNI 10, d'accord, et je forge une trame et je me retrouve dans mon VNI 20. C'est de la science-fiction. Ben non, c'est pas de la science-fiction. Enfin, on va faire un peu de magie là. Hop, 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 hop. Donc là, j'ai construit ma trame. Hein, c'est de la forge, comme je vous ai montré, avec du SCAPI. Où en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va forcer le VLAN Network ID à 20 qui correspond à l'autre VNI. Et la logique voudrait que le switch le transporte vers les autres membres, et puis c'est tout. C'est tout. Or, on a un cas particulier où cette trame-là va se retrouver de l'autre côté. Je vous montre la magie. Alors la magie, elle n'est pas si magique que ça. Hein. C'est du SCAPI qui dit quoi? Qui dit ce que je vous ai dit à l'oral. C'est-à-dire que je vais envoyer vers une destination d'une adresse IP dans lequel normalement je n'y ai pas accès, parce que ça doit être des adresses IP d'underlay. Mais dans l'overlay, si j'ai une adresse IP d'un switch router disponible, je vais y envoyer le paquet en y disant, bah tiens, tu rigoles, je t'envoie du VXLAN. Or, je suis dans l'overlay, je ne suis pas dans l'underlay, je n'ai pas le droit de faire ça, d'accord? Ben, vous allez rire, dans le constructeur que j'ai testé, ben, en fait, ce n'était pas vérifié. Et j'ai suivi les 800 pages de documentation, je vous le promets. Donc j'ai repris mon téléphone, enfin mon mail. Monsieur le CERT, j'ai un deuxième truc à vous expliquer. Là, j'arrive à faire ça. Ils ont analysé, là. Et, ah, il y a un problème. Donc oui, il y a un problème. Bon, là, on peut se dire, c'est bien, mais il suffit. Pourquoi il y avait une adresse IP visible ici? C'était une erreur. Il suffit de filtrer l'adresse IP. On va mettre une access list, on va filtrer toutes les IP pour éviter que le port soit ouvert, et puis c'est fini. En fait, il y a un truc qui est super, ça s'appelle IPv6. C'est-à-dire que tout ce qui ne marche plus en IPv4, vous passez en IPv6 et ça marche. D'accord? C'est extraordinaire. Donc, on a des années devant nous grâce à IPv6. Et ce qui est génial, c'est que dans cette documentation, dans ce constructeur, en fait, IPv6 est activé par défaut, sans que vous l'ayez configuré, par des adresses qui sont générées à partir des MAC adresses. C'est un standard dans IPv6, donc c'est facile, on peut les retrouver. C'est très bien. Et pourquoi? Parce que BGP a besoin de ça pour fonctionner, parce qu'il y a une super fonctionnalité dans BGP pour faire de BGP unnumbered, donc il utilise IPv6. Bref, ce qu'il faut ne pas oublier ici, c'est que IPv6 était déjà ouvert par défaut, sans qu'on l'ait configuré. Et en fait, là, j'ai eu un problème validé x3, quoi. J'ai gagné 3 fois. J'ai gagné sur regardez, il y a un problème IPv4. Le constructeur m'a dit ah oui, il y a un problème, on va corriger. J'ai dit c'est bon, ça, on tient le bon bout pour corriger. Je fais regardez, maintenant il y a de l'IPv6 et en plus, j'ai pas activé IPv6. Fait, ah mince, deuxième problème. Et le troisième problème, c'est qu'en fait, en faisant ça, je fais un truc qui est marrant. Qui connaît un peu IPv6? Ouais, Mac. Est-ce qu'il y a de l'ARP dans IPv6? Il n'y a pas d'ARP dans IPv6. Il y a des protocoles de discovery, mais il n'y a pas de l'ARP. Et là, je fais un truc sympa, c'est que je fais de l'IPv6 dans lequel j'encapsule une trame IPv4 qui fait de l'ARP. Et les développeurs du constructeur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour eux, quand il y a de l'ARP, c'est que c'est de l'IPv4. Et donc, en fait, je crache un process. Alors ça, je vous avoue, je n'ai pas fait exprès. Mais je crache un process, et vous regardez la doc, et c'est un process qui gère tout le routage. Voilà. Donc, j'ai un joli core dump du process. Et là, il a dit, x3, il y a un problème. Voilà. Donc les développeurs n'avaient pas prévu cette encapsulation. Par contre, ce qui est embêtant, vous en tant qu'offensif, vous dites ouais mais c'est bête, on est à l'aveugle quoi. C'est-à-dire que je dégère de la trame, j'arrive à passer, j'ai la trame qui est bien régénérée de l'autre côté, ok, tout va bien, mais je suis à l'aveugle. Ça serait bien de retrouver le retour de la réponse. Hein. Vous qui êtes dans l'offensif, ça vous plaît ça en règle générale? Je suis plutôt bout team moi, c'est pour ça que je dis vous. Excusez-moi. Donc c'est de l'aveugle. Mais en fait, non, pas tout à fait. Ça serait très bien si on pouvait récupérer les trames.
Ben, en fait, on peut. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire, toujours de l'IPv6, ce que je vais faire, c'est que je vais changer ma source IPv6. En fait, je m'explique. Je vais dire que le paquet Ethernet était émis par une certaine IPv6. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que comme les switch routers et les VTEP qui sont gentils, ben, ils vont répondre à la machine qui lui a posé la question. Et donc, si par chance, j'ai dans l'underlay l'adresse IP que j'ai utilisée ici, qui existe et qui est routée sur Internet, là, je suis dans le pire des cas de la mauvaise configuration, ben, je vais pouvoir récupérer les trames. OK ? Donc, les réponses. Voilà. Bon, alors, 15 jours de vacances, pas gâchés parce que je me suis bien amusé. Résultat, DDoS via BGP, ok, on crache tout. Saut de VXLAN, IPv4, IPv6 à cause d'un mauvais mapping de l'underlay des IPv6 qui sont activés sans configuration. D'accord. Crash d'un process à distance. Tout est en cours de correction. Donc dès que c'est publié, je vous dirai tous les détails qui vous manquent dans la présentation, notamment le nom du constructeur. Mais et quand vous voyez toutes les presses qu'il y a eu avant, tout le monde gagne en ce moment sur VXLAN, quoi, parce que c'est tellement nouveau que dans tous les constructeurs, il y en a partout. Donc vous pouvez y aller. Il y a du boulot. Conclusion. Alors, méfiez-vous de votre hébergeur, mais ça, je pense que vous le faites déjà. Alors, bien évidemment, les très gros, ils n'ont aucun souci. Ils ont redéveloppé la majorité des protocoles, etc. Mais si vous avez, par exemple, un intermédiaire entre un très gros hébergeur et les applications que vous hébergez, qui s'est dit, ah ben tiens, je vais utiliser VXLAN. Ou alors, je ne sais pas que j'utilise VXLAN, mais j'ai juste mis VMware et activé la fonctionnalité dynamique VLAN. Hein. Et en fait, c'est du VXLAN dessous. Ou alors, je fais juste du Kubernetes et j'ai utilisé la config par défaut. C'est du VXLAN aussi. Donc, tout ce qui est CLI et GUI, on se méfie. Les docs constructeurs, 0. C'est pas précisé, tout ce que je vous ai dit, il y a très peu de guides de durcissement sur ces technologies-là. Donc ben, il faut des experts, il faut des gens qui côté Blue Team, vont regarder tout ça. Bon, je ne vous ai pas parlé des CVE. Quand j'ai fait mes tests, il y en a qui sont revenus sur BGP, parce que c'est des vieux programmes qui sont écrits dans des vieilles technos. C'est un process qui s'appelle FR Routing, qui était issu de quelque chose qui s'appelle Zebra, qui est très vieux, et sur lequel il y a pas mal de memory leak, ce genre de choses. Et maintenant, le but, c'est d'aller chercher chez les autres constructeurs et redescendre en entreprise pour voir ce qui se passe. Voilà, je vous remercie et je vous écoute si vous avez des questions.